plan, c'est de sensibiliser la communauté internationale sur le phénomène d'esclavage et surtout sa persistance en Mauritanie. Et à la suite donc du jugement qui a été rendu à Néma, le fameux verdict de Néma, où 2 esclavagistes ont soumis pendant 40 ans 2 femmes et 10 enfants à l'esclavage, chose qu'ils ont d'ailleurs reconnue devant le tribunal. Ils n'ont été condamnés que pour 1 an de 5 ans. 5 ans avec 4 ans de sursis et 1 an ferme. Et même 1 an ferme, ce n'est que symbolique, parce qu'au bout de quelques semaines, ils parviennent à avoir une liberté provisoire, et cette liberté provisoire devient définitive. Donc, nous, notre espoir, c'était que la loi de 2015 soit un exemple, parce qu'elle a porté d'abord l'esclavage, elle a qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité, donc on s'attendait quand même à ce que cette sanction soit quand même, disons, à la mesure de l'infamie qui est commise. Et comme la loi de 2015 fixait un minimum de 10 ans et un maximum de 20 ans, d'ailleurs, ce n'est pas normal parce que le crime contre l'esclavage, c'est la réclusion à perpétuité, et même peut-être la peine de mort, même si elle n'est pas exécutée. Donc le fait que ces 2 esclavagistes, ces 2 criminels esclavagistes qui ont soumis ces 2 femmes pendant 40 ans avec leurs 10 enfants à l'esclavage, et qu'en fin de compte ils se tirent avec simplement une peine d'1 an et une faible amende, bon, nous a amené maître Mine Abdoulaye et moi à penser que bon, il faut chercher autre chose. Parce que la peine, de toute façon, ce n'est pas une peine d'1 an qu'on inflige à quelqu'un qui fera que le sort d'esclave en Mauritanie va changer. Donc on a pensé qu'il faudrait envisager, disons, un relèvement du niveau de vie de ces gens, sur le plan d'abord scolaire, parce que vous savez que ce dont souffrent le plus les esclaves et les descendants d'esclaves, c'est le manque de scolarité. Les gens ne sont pas à l'école, donc ils sont incapables d'écrire ou de lire, ou d'être informés sur quoi que ce soit. Et ensuite, dans ces villages qu'on appelle Adouaba, qui sont habités par les esclaves, généralement il n'y a rien. Il n'y a aucun attribut de la civilisation. Et quand vous venez, vous trouvez les gens, ils font les mêmes gestes qu'il y a 300 ou 400 ans. C'est-à-dire, ils vont au puits qui a 10 ou 15 km, chercher une eau qui est saumâtre, qui est imbuvable, et quand ils reviennent, leurs conditions de nourriture et d'existence sont vraiment laissées à désirer. Donc nous avons pensé, Mine et moi, qu'il fallait faire quelque chose dans le domaine de ce relèvement du niveau de vie, c'est-à-dire création des écoles, création des dispensaires, création d'activités génératrices de revenus, et ensuite encadrement. Parce que l'autre problème, le grand problème que rencontrent les esclaves et les anciens esclaves, c'est celui de l'état civil. Les gens n'ont pas de... Même ici à Nouakchott, moi j'ai ici un gardien, mon gardien, jusqu'à présent ses enfants n'ont pas d'état civil. Et lui-même n'en a pas, parce qu'il a demandé d'aller à Néma, à 1100 km d'ici, pour pouvoir établir ses papiers. Alors que lui, son salaire ne lui permet même pas de faire vivre sa famille. Comment il va s'engager dans une opération qui va durer 3 ou 4 mois, entre des allées et venues, entre le préfet, le cadi et l'état civil. Donc ces gens, bon, ils se résignent, ils se disent que bon, non, pas. Et leurs enfants ne sont pas à l'école. L'an dernier, c'est moi-même qui suis intervenu auprès du directeur de l'école ici, de Tavarzele, il semble que cette école a été fermée maintenant, pour qu'au moins s'ils les laissent apprendre les rudiments de l'alphabet. Donc ce sont autant ces constats qui vous ont poussé à lancer une pétition du moins dans le sillage de votre initiative. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous pensons aussi que la France a joué un rôle très, très important dans cette situation-là, même si elle ne veut pas l'affirmer.
D'ailleurs, on nous a appris que c'est les autorités françaises ou leurs représentants ici qui ont fait pression la dernière fois pour que nous ne soyons pas autorisés à tenir notre conférence. Parce que la France veut cacher, veut, disons, minimiser son rôle dans cette situation. Alors que en 1848, il y a eu une loi qui a interdit l'esclavage transatlantique. Ensuite, en 1905, d'ailleurs cette loi avait été disons, promulguée par Victor Churchill, qui, au cours d'un voyage qu'il avait effectué au Sénégal, à Saint-Louis, s'était déplacé jusqu'au Trarza pour constater la situation des esclaves. Il a été revenu complètement retourné. D'ailleurs, dans la loi, l'article 2 et l'article 7 évoquent cette question de possession. Il dit que l'esclavage est interdit dans toutes les communautés et possession française. À l'époque, la seule possession qu'il y avait, c'était la Mauritanie. Donc, il a tenu à ce que cette disposition spéciale pour la Mauritanie soit maintenue. Donc, malheureusement, et jusqu'en 80 d'ailleurs, en 80, jusqu'à ce qu'il était encore devenu sénateur, il déplorait le fait que la situation en Mauritanie n'avait pas changé. Donc, pour vous, la France a une responsabilité historique par rapport à la question de l'esclavage. Absolument, la France a une responsabilité historique. Elle a joué un grand rôle dans cela. Parce qu'elle a pu libérer des millions et des millions d'esclaves dans les Caraïbes, dans le Pacifique, dans les autres communautés, dans les autres colonies françaises. La loi de 1905, qui a interdit l'esclavage dans toutes les communautés de l'Afrique occidentale française et au Congo, qui a été appliquée partout, mais en Mauritanie, il n'y en a pas. Si elle avait été appliquée aujourd'hui, nous ne serons pas en train d'évoquer ce sujet. La France a une responsabilité, qu'elle le veuille ou pas, elle a une responsabilité vraiment énorme dans ça. Et parce qu'elle avait d'ailleurs les moyens de faire quelque chose. D'ailleurs, maintenant, ce que dit le gouvernement mauritanien, c'est que la France ne reproche de rien faire, mais il dit, mais la France qui était ici, qui avait un droit de vie et de mort sur les gens, qui était sous la période coloniale, c'était pendant la période coloniale, où la France pouvait tout faire. Si elle n'a pas pu régler ça, comment elle veut nous demander de régler ça maintenant? Bon, ça c'est un argument qu'on dit qui est évidemment un argument fallacieux, mais en tout cas, ils le disent. Donc la France, vraiment, elle a joué un rôle déterminant. D'autant plus aussi qu'elle a utilisé l'esclavage comme un moyen de pression sur les tribus arabo-berbères. Parce que Kopolani, plutôt Faidherbe, quand il est arrivé en 1854, sa première disposition, c'est de dire que les esclaves qui fuient les tribus qui sont en guerre avec la France seront libérés. Ceux qui fuient les tribus qui sont amis de la France seront remis à leur maître. Et ça a été appliqué. J'ai cité la dernière fois, pour ceux qui ça intéresse, j'ai cité des cas, une femme à Saint-Louis, qui s'est réfugiée à Saint-Louis, et quand son maître est venu, c'était en 1877, quand son maître est venu la chercher, apparemment ça devait être certainement l'émir ou c'était une jeune fille de 25 ans, 26 ans. C'est certainement l'émir qui était venu la chercher, parce que tout Saint-Louis, tout ce que Saint-Louis comptait comme responsable politique, militaire ou civil, c'est ligué pour venir ligoter cette femme et la remettre à son maître. D'ailleurs, quand elle a vu que le maître l'attendait, elle a sauté dans le fleuve pour se suicider. Les gens, malgré ça, l'ont repêché et ils l'ont remis à l'aide. Je pense que ça devait certainement être un personnage important. Moi, je pense qu'il n'y a que l'émir. Mais cette femme, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Il y a une autre aussi, un cas en 71, où le maître auquel on a remis son esclave, à quelques kilomètres de machin, l'a tué, il a pris l'enfant qui était avec elle, il est parti. Ça, c'est des trucs, même aujourd'hui, quand l'esclavage, de toute façon, par définition et par essence, il est cruel, l'esclavage. Il n'y a rien de plus cruel que ça. Mais encore, ces remises d'esclaves, alors que c'est des gens théoriquement qui devaient être libres, que ce soit l'administration française elle-même, qui avec ses autorités, avec sa police, avec ses militaires,
qui les prend et qui les remet à des esclavagistes. Mais c'est énorme, c'est terrible. Même aujourd'hui, quand on pense à ça, on a les larmes aux yeux. Parce qu'il n'y a rien d'humain dans ça. On dit que ces gens n'avaient rien d'humain. Alors que, théoriquement, ces gens étaient libres. Parce que la loi de 1848 était déjà promulguée, elle interdisait l'esclavage, donc il n'y avait pas lieu de le remettre. Et même Kopolany, quand il était venu dans le cadre de sa propagande de la colonisation pacifique, parce que Kopolany pensait qu'on pouvait coloniser les gens pacifiquement. Donc dans sa philosophie et dans sa campagne de propagande, il indiquait, il précisait, il rassurait les chefs de tribu arabo-berbères que l'esclavage ne sera pas changé, que le destin de l'esclave ne sera pas changé dans le cadre de la colonisation pacifique. Et mieux, beaucoup plus tard, en 1907, à Atta, Gouraud avait dit aux populations là-bas que s'ils acceptent sans combattre la colonisation française, il va leur laisser d'abord leurs moutons, leurs ânes et leurs esclaves, dans cet ordre-là après. Donc la France elle est responsable, elle n'est pas seulement responsable, elle est coupable. Les Français connaissent ce problème, pour eux n'existe pas. Pour eux, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'ils acceptent le fait que l'esclavage des Noirs soit permis en Mauritanie. Je ne sais pas comment ils interprètent ça. Mais en tout cas, on ne les a pas entendus vraiment élever la moindre voix. Ce qu'on entend par contre, c'est Juan Antonio Sabater, l'ambassadeur de la Communauté européenne, qui à chaque occasion le souligne. Il dit qu'il est impossible à un pays de se développer dans cette situation. Il l'a dit à plusieurs reprises, à chaque fois que l'occasion lui est. Mais l'ambassadeur de France, on n'a jamais. Et vous espérez quoi? Vous attendez quoi de la France? Écoutez, nous attendons de la France que la France soit la France. Comme a dit André Malraux, la France n'est jamais grande que lorsqu'elle est pour tous les hommes. Il est impossible que ce soit dans le précaré français que le dernier bastion d'esclavage continue à exister. Et ça, les autres le disent, les autres colonisateurs le disent. Ils disent que les Africains francophones, leur tort, c'est d'avoir été colonisés par les Français. Pourquoi cette situation n'existe pas dans une colonie anglaise ou dans une colonie portugaise? Et mieux, regardez actuellement la situation des droits de l'homme dans la francophonie. Les États francophones sont au dernier rang. Si vous regardez même sur le plan du développement, de l'indice de développement humain, l'IDH, les pays francophones sont les derniers. C'est le Niger, c'est la Mauritanie, c'est le Mali. Alors que c'est des pays qui ont des possibilités énormes. Ici en Mauritanie, avec toutes les ressources que nous avons, nous aurions pu vivre comme des machins. Mais c'est la malgouvernance coloniale qui a fait que nous sommes dans cette situation. Regardez au Sénégal, 300 ans de colonisation. Jusqu'à présent, on parle d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous l'avez entendu dans un pays portugais de colonisation portugaise ou anglaise? Regardez au Mali. Après 60 ans, le pays est incapable de faire face seul à des terroristes ou à des djihadistes. On est obligé d'amener des gens pour l'aider. Je pense qu'au lieu que le président Macron rencontre les pays africains francophones à Ouagadougou, il doit aller à la BOL 2. Il faut créer la BOL 2. Parce que la BOL 1 a quand même donné des résultats. Même s'il n'a pas été partout étincelant, et la liberté que nous avons, la démocratie, etc., avec François Mitterrand. Donc je pense qu'il faut la BOL 2. D'abord pour qu'on mette fin à ces mandats successifs. Quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, etc. Alors, tu as entendu l'autre jour Trump, au Nebraska. Il a dit que l'Afrique n'est pas encore mûre pour être indépendante. Il a dit que les Africains ne méritent pas l'indépendance parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de l'indépendance.
Il a dit que l'Afrique doit être recolonisée. Parce que l'indépendance qu'on lui a donnée, elle n'a rien fait de ça. Et il y a un peu de truc dans ça. Même si c'est abrupt. Il a dit qu'il n'y a pas de raccourci pour la maturité. Ça, il a dit le 25 juillet dernier, en Nebraska. Alors, comment jugez-vous la manière dont le gouvernement mauritanien gère la question de l'esclavage? Non, le gouvernement mauritanien la gère de manière hypocrite. D'abord, il dit que ça n'existe pas. Le président dit que ça n'existe pas. C'est ça, se cache derrière son doigt pour dire que ça n'existe pas. Donc, c'est très difficile. Et toi, tu connais le pays. Nous sommes dans un régime qui est extrêmement centralisé. Tout passe par le chef de l'État et tout lui revient. Donc, quand le chef de l'État lui n'est pas convaincu, ça veut dire que le préfet, le gouverneur, le chef de commandant de brigade, le commandant de la garde, etc., ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que le président a dit que ça n'existe pas. Mais je suis sûr que si le président avait convoqué une réunion du gouverneur, il les a demandé de mettre fin à cela, mais je dis que très rapidement, ils savent comment faire. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis fin à ça. En Arabie Saoudite, Faisal a pris la disposition comme ça. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, tout celui qu'on trouve en train de soumettre quelqu'un à l'esclavage, le vendredi qui suit, on lui coupe la tête. C'est terminé. Kadhafi, il a appelé son état-major. Il a dit, je te donne 2 semaines pour que plus personne ne travaille pour quelqu'un d'autre. Chaque maison, ce sont les habitants de la maison qui vont travailler. Ça, c'est terminé. Et les gens, il les a pris, il les a formés, il les a donné des terres pour cultiver. Donc, ce qui manque, c'est le courage, la volonté. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Tant que le président dit que ça n'existe pas, on ne peut pas. Comment on va faire? Personne ne peut rien faire. Et toi, tu sais comment est le pays. Ici, tout est centralisé. Quand le président dit que tu n'existes pas, mais personne ne peut dire le contraire. Donc, voilà la situation. Et ce qui est paradoxal, c'est que le président dit que ça n'existe pas, mais il prend des lois. Il prend des lois pour criminaliser l'esclavage. Et à Nouadhibou, l'année dernière, lors de la fête d'indépendance de Nouadhibou, il a dit que l'esclavage n'existe pas. À Néma, pendant qu'il inaugurait un tribunal ad hoc, qui est chargé de juger les crimes de l'esclavage, il a dit que ça n'existe pas. Un mois après, il y a un juge qui a condamné les gens, le fameux verdict de Néma. Même si c'est rien, mais ce juge quand même a été courageux. Et il y a des centaines de dossiers. Il y a des centaines de dossiers qui sont en suspens. Et vous comptez sur qui pour contraindre le gouvernement mauritanien à respecter ses engagements? Mais nous comptons d'abord sur la communauté internationale, et nous comptons d'abord sur les Mauritaniens. Les Mauritaniens doivent dire présent de ce problème. Parce qu'ils sont concernés. Ils sont concernés par le problème. J'ai raconté la dernière fois à l'émission que j'avais faite avec Chinguichi TV qu'il y a un Mauritanien qui était de passage à Bordeaux, mais à l'aéroport, on lui a refusé les formalités. Ils ont dit, monsieur, personne ne fera les formalités parce que votre pays est esclavagiste. Et il a dû faire le train 600 km pour arriver à Paris et il avait avec son avion. Ce monsieur aujourd'hui, il est concerné. Il s'est senti concerné, il s'est joint à nous. Il dit, moi, franchement, je ne m'en sentais pas concerné parce que d'abord, je ne suis pas esclave et je n'ai pas d'esclave. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de porter le combat de la lutte contre l'esclavage? Non, parce que d'abord, moi je suis concerné. Moi je suis concerné et je sais que c'est lâche de ma part de ne rien faire. Comme a dit Lincoln, le silence devient un péché quand il prend la place de la protestation et qu'il fait d'un homme un lâche. Moi je ne veux pas être un lâche et la situation est dit, mais ce que nous faisons, nous le faisons pacifiquement, nous organisons des conférences, nous faisons des écrits pour que les choses changent. Et ensuite, nous aimons notre pays, nous voulons que ce pays soit comme le reste du monde. Que nous ne soyons pas le dernier pays. Actuellement, quand vous dites Mauritanie, quelque part, où que ce soit, c'est immédiatement égal à l'esclavage. Ça, ce n'est pas une bonne image, c'est pas une bonne image pour le pays. Et donc, nous tous, nous devons liguer pour changer les choses et pour que les choses changent. J'ai d'ailleurs une anecdote que je vais raconter aux internautes parce que j'ai un promotionnaire
avec qui j'ai fait l'école d'administration publique du Maroc, l'ENA, il y a maintenant presque plus de 40 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, je l'avais perdu de vue. Et à l'époque, on avait souvent, pour se taquiner, il me disait souvent que la Mauritanie, en fait, était tout simplement une province marocaine et que Al-Fassi avait raison. Al-Fassi, c'était le chef du parti de Sirlal qui avait pour ambition le Grand Maghreb qui va de Tanger jusqu'à le Sénégal, jusqu'à les environs de Caille, etc. Et peut-être même jusqu'aux environs après Tindouf. Donc c'était à l'époque cette théorie que le parti Sirlal, disons, défendait. Et moi, toujours donc, pour le taquiner aussi, je lui disais, ah non, mais moi, je ne peux pas, parce que moi, je vis dans une république. Et chaque matin, donc, je lui disais, donc, ah, quel bonheur j'ai de vivre dans une république, et quel bonheur d'être mauritanien. Donc, ça finit comme ça. Et récemment, il n'y a même pas 2 mois maintenant, je crois que c'était après le rapport de Philippe Aston, je crois qu'il a dû le lire certainement. Et il m'a appelé au téléphone comme ça, c'est la première fois, parce que depuis 1976, je n'ai pas revu. Donc, il me prend le téléphone, moi je pense que c'était une erreur. Elle me dit, ah, ça c'est le fameux, ah, quel bonheur d'être mauritanien, quel bonheur de vivre dans une république. Mais il paraît que vous avez là-bas encore l'esclavage. Vous avez encore là-bas, vous êtes là-bas au niveau, à l'âge de la pierre taillée. J'espère que vous ne vivez pas de cueillette et de chasse, et que vous portez des peaux d'animaux. L'esclavage au XXIe siècle encore. Ah, vraiment, tu as bien raison de dire quel bonheur de vivre dans une république. Donc, vraiment, ça m'avait choqué, et vraiment, je n'ai pas été à l'aise. Donc, c'est gênant. C'est gênant quand on dit d'un pays parce que tout le monde a terminé avec ça. D'ailleurs, c'est un fait de la nature. Les pays les plus démocratiques sont actuellement les plus évolués, les plus avancés, sur tous les plans. Donc, il faut que les Mauritaniens terminent avec cette affaire. Et ça doit être l'affaire de tous les Mauritaniens. Pas seulement des Haratines ou des machins, ça doit être l'affaire de tous les Mauritaniens. Mais parmi certains d'entre eux vous reprochent d'en faire un fonds de commerce. Non, comment de commerce? Non, ça, il faut dire. Parce que moi l'argent que je n'ai pas gagné quand j'étais préfet, gouverneur, secrétaire général, directeur financier, c'est pas maintenant que je l'ai gagné. Quoi? À quoi ça sert d'ailleurs? À mon âge, à quoi sert l'argent? Non, mais ça, c'est une manie des Mauritaniens. À chaque fois qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit la dernière fois, ils pensent qu'il y a Anguille sous roche. Non, il n'y a pas Anguille sous roche, on ne cherche rien. Mais nos enfants sont concernés. Nos enfants, moi, actuellement, j'ai 4 de mes enfants, chacun a bac plus 4 et ils ne travaillent pas. Et ils voient des gens qui n'ont aucun niveau. D'ailleurs, tu as vu maintenant le Conseil des ministres, qui est depuis les fameuses nominations au ministère de la Culture, apparemment ça devient maintenant habitude, on nomme des gens sans aucun qualificatif. Sidi Mohamed ou Sidi, directeur général de ceci, ça. Quel est son diplôme, d'où est-ce qu'il vient, quel est son passé, rien. Des nominations où on ne cite que le nom du monsieur. Alors que la fonction publique exige qu'on donne d'abord son grade. Parce qu'il y a certaines fonctions, ce n'est pas n'importe qui peut les occuper. Ensuite, il doit avoir un échelon. C'est-à-dire que s'il n'est pas du 6e échelon ou du 5e échelon, il n'est pas normal qu'il soit là-bas alors qu'il y a quelqu'un qui est supérieur, qui est du 7e échelon, 8e échelon. Ça permet un contrôle de machin. Ensuite, on sait d'où est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est un ingénieur agronome, est-ce que c'est un ingénieur en bâtiment, est-ce que c'est un ingénieur en truc, est-ce qu'il est administrateur civil, est-ce qu'il est journaliste. Il faut qu'on sache que ce métier d'où est-ce qu'il sort. Mais comme ça, sans rien, v'là ou le v'là, directeur, v'là ou le v'là, secrétaire général, v'là ou le v'là, ça c'est... On est en train de détruire la fonction publique, ça. Donc, monsieur le gouverneur, l'école comme moyen de lutte contre l'esclavage, est-ce que vous y croyez? Et bien sûr. Moi, je suis le produit de l'école. Moi, je suis un produit de l'école républicaine, comme on dit, et qui est malheureusement en train de disparaître. L'école républicaine, c'est le meilleur ascenseur pour les gens, disons, de catégorie inférieure. Donc, c'est l'exemple le plus disons, palpant pour réussir dans la vie. Parce qu'il suffit que tu aies la volonté pour réussir. Mais à ce moment, l'école républicaine, évidemment, elle était gratuite. Il n'y avait pas
Donc il suffisait que tu aies la volonté pour Et nous, notre Père, que Dieu l'accueille en son Saint Paradis, et l'enveloppe de sa miséricorde, il a cru très vite à l'éducation. Il nous a mis à l'école pour que nous... Si je n'étais pas à l'école, je ne serais pas devenu gouverneur. C'est grâce à ça. Mais évidemment, lui aussi, il avait lutté. Il s'occupait de... Il faisait le commerce transsaharien à dos de chameau. Entre Rosso, notre village natal, et Tindouf au Sahara occidental. Il allait parfois jusqu'à Laayoune, quand les prix étaient plus intéressants de ce côté. Alors imaginez un peu, moi j'étais gouverneur de Zouérate en 2008-2007. Mais quand j'ai fait ces espaces qui sont entre Zouérate et Birmogren, ou entre Birmogren et Tivariti, sur la frontière avec le Sahara, mais je me dis que ce monsieur-là, il a dû souffrir pour pouvoir... Moi, je suis dans une voiture climatisée, bien entretenue, avec des amortisseurs qui sont surveillés, parce que le ministère de l'Intérieur accorde une attention particulière au confort de la voiture dans ces régions. Donc, mais lui, il était à dos de chameau et il conduisait sa caravane. Et chaque soir, il faut débarquer et chaque matin, il faut embarquer. En plus, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de GPS, donc il fallait simplement s'orienter. Il y a à peu près 4 ou 5 puits. Si vous ratez un puits qui est un grain de sable dans le désert, mais vous êtes fichu. Donc il faut vraiment beaucoup de machin. Et ensuite, j'imagine un peu la souffrance de ma mère qui une fois qu'elle l'a vu partir, disparaître à l'horizon, n'avait plus de ces nouvelles que quand elle le revoyait, 6 ou 7 mois après, en train de revenir. Et quand il revenait, il avait aussi un autre voyage qu'il faisait, cette fois-ci par le fleuve, avec de grands vaisseaux qu'il y avait à l'époque, à voile, qui transportaient le sel vers le Mali, etc. Et qui ramenaient les produits du cru, c'est-à-dire le mil, etc. Donc aussi, là, il faisait aussi un voyage qui lui demandait après 2 ou 3 mois. Mais en tout cas, ça nous a permis, nous, de vivre, disons, à l'aise et de pouvoir devenir ce que nous sommes devenus. Et je suis sûr que si nous n'avions pas fait cet effort, on n'aurait pas pu devenir ce que nous sommes. Moi, si je suis gouverneur, c'est grâce à mon père. Ça, je le reconnais. D'ailleurs, si vous montez en haut, dans la chambre des enfants, j'ai mis le portrait de mon père là-bas, avec une grande affiche où j'ai écrit « C'est à cet homme que nous devons tout » pour que les enfants sachent que ça n'est pas tombé du ciel. Que si nous vivons dans le quartier résidentiel, dans le quartier des ambassades, où il n'y a que des machins, c'est grâce à quelqu'un qui s'est sacrifié. Sinon, on serait là-bas dans les baraques, et les tentes, et sous les arbres d'ailleurs, pas forcément dans les baraques. Donc ça, c'est important. Il faut que l'enfant sache que ce qu'il vit, c'est le produit d'un effort. Ce n'est pas donné. Parce que dans la vie, rien n'est donné. Donc, l'émancipation des Haratines ne sera définitive que lorsqu'ils accéderont à la magistrature suprême. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Et bien sûr, moi je pense que... D'ailleurs, j'ai réussi dans le à ce sujet parce que quand j'étais gouverneur de Zouérate, je m'étais déplacé avec la mission qui était venue pour sensibiliser sur la loi criminalisant l'esclavage, la loi de 2015. 2007. De 2007 plutôt. Donc, au cours de ce déplacement à Birmogren, on avait constaté qu'il y avait un maître d'esclaves qui avait refusé de donner son esclave en mariage à un jeune officier, je crois que c'était de Magne, il était de Magne, qui demandait sa main. La jeune fille était au lycée, mais il avait exigé qu'on lui verse 1 200 000. Bon, le jeune prétendant, après avoir remis ciel et terre, n'a pu réunir que 800 000. Et il avait dit non. Donc ces 1 200 000 ne sont pas réunis, il ne donnera pas sa bénédiction. Donc quelqu'un qui vend un bien maître, quoi. Donc à mon arrivée là-bas, la grand-mère de la fille, quelqu'un lui a soufflé que le gouverneur qui est là aujourd'hui, avec la mission du ministère de la Justice, à propos de la loi sur l'esclavage,
c'est un descendant de cela. Il faut peut-être que tu le vois. Alors il est venu me voir, il m'a expliqué le problème, mais j'étais complètement retourné. J'ai appelé le préfet, j'ai dit, monsieur le préfet, quelle est cette situation-là? Comment une chose comme ça peut arriver à Bémogré? Ils ne veulent pas parler de ça. On rançonne les gens. Hein? Alors qu'à Bémogré, il y a à peu près 400, 500 familles. C'est un petit patelin. Je ne sais pas si je peux le demander. Donc il est impossible que quelque chose de cette nature-là soit. J'ai dit deux choses. Ou bien tu es complice, ou bien tu es complètement dépassé par les événements. Donc ça, c'est à toi de choisir. Maintenant, ce monsieur n'a qu'à ramener immédiatement les 800 000 là. Et il n'a qu'à, tu appelles le caddie, il n'a qu'à faire le mariage de ce monsieur. Et je ne veux plus que quelqu'un me dise qu'à Bémogré, il y a des associations. Bon, ça, je parle sous le contrôle de Biram. Biram a habilité là-bas, c'est de la mission. Et d'ailleurs, j'étais le seul gouverneur à les avoir hébergés au niveau de la ville. Je les ai donné le terre de la ville pour habiter, pour leur montrer que c'est important pour nous. Et ensuite, je les ai accompagnés dans leur mission. Donc, j'ai été avec eux, à Derrick et à Bémogré. Donc, et quelle a été cette femme-là, cette femme qui était tout à fait âgée, parce que c'était la grand-mère de la fille, presque en larmes, m'a dit, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je verrai un descendant d'esclaves gouverneur de Toulouse. Presque au bout des larmes. Je dis, madame, rassurez-vous, si Dieu vous donne vie, si Dieu vous prête vie, vous verrez un descendant d'esclaves président de la République de Mauritanie. Et ça, c'est moi qui le dis. Et je sais que ça arrivera tôt ou tard. Pas que c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Afrique du Sud. Il n'y a pas de raison, ça n'est pas ici. Et je crois que c'est ça qui va régler le problème. Parce qu'il faut que partout ça a été réglé, c'est le président lui-même qui a pris les choses en main. Parce que même aux États-Unis, Abraham Lincoln, qui est rentré dans l'histoire, Abraham Lincoln restera dans l'histoire jusqu'à tant qu'il y aura un noir aux États-Unis, Abraham Lincoln restera un souvenir pour les Américains. Parce que c'est lui qui a mis fin à cela. C'est lui qui a mis fin à l'esclavage. Donc si le président était convaincu, mais moi je crois que ça ne va même pas demander quelque chose. Et nous, chaque année ici, quand nous marchons, notre marche du 29 avril, chaque année quand nous marchons, nous le supplions de venir nous soutenir. Parce que quand il vient et que les gens le voient, ils vont dire, ah mais ça quand même, maintenant ça devient sérieux. C'est le président lui-même qui préside la marche. Hein? Il y a 2 ans, à Selma, pendant que Obama était au pouvoir, c'est Obama et Bush qui ont mené la marche de Selma. C'est eux-mêmes. Il faut frapper les esprits. Il faut poser des actes forts. Il faut faire des actes forts pour frapper les esprits, pour montrer que ça c'est important. Mais nous, chaque année ici, on demande même à être reçus. Nous ne parvenons pas à être reçus. Notre pauvre président Mohamed Saïd, c'est peut-être l'une des choses qu'il a rencontrées dans sa tombe. Il a fait des pieds et des mains pour être reçu par le président et le président ne veut pas le recevoir. On vous a dit qu'il était des petits batteurs. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce terme. Pour qui connaît Mohamed Saïd, on m'a dit, c'est qu'il n'a rien de petits batteurs. Nous d'ailleurs, nous ne sommes pas des petits batteurs. Nous sommes des gens très machins. D'ailleurs, les gens nous apprennent de l'acheter. Nous voulons, disons, comme je l'ai dit à Tunkara, à Dakar, nous voulons libérer les esclaves, faire des omelettes sans casser les œufs. Libérer les esclaves en laissant la Mauritanie intacte. Parce que ce pays, nous l'aimons, c'est notre pays. Nous sommes là, nous avons des intérêts. Moi, j'ai des intérêts. Moi, j'habite dans le quartier des anciens. J'ai des intérêts. Je ne suis pas prêt à être comme les Libyens ou les Syriens. Hein? Quand on voit les Syriens qui sont en Nouakchott, mais on doit réfléchir. Comment on peut mettre son pays dans cette situation? Pour quelle cause? Et qu'est-ce que tu vas gagner d'ailleurs? Tu ne gagneras rien. Tu détruis ton pays. Ce que tu as eu tant de mal et tant d'années à réunir, tu le détruis en quelques instants. Hein? Ça, c'est abominable. Non, nous ne sommes pas dans cette philosophie. Et bon, les gens disent que nous sommes des lâches et que nous sommes des hypocrites. Mais en tout cas, nous aimons ce pays et nous voulons que les changements se fassent tranquillement. Donc nous, pour qu'Aziz reste ou parte, nous n'allons pas mettre le pays en danger. Notre combat est un combat pacifique. Nous aurions souhaité que tout le monde soit avec nous, que le président soit avec nous,
Mais il y a aussi d'autres gens qui sont avec nous. Nous avons Eliou Alaf qui est avec nous, nous avons Issel Abdelkader qui est avec nous, nous avons beaucoup de la communauté arabe, des gens qui sont avec nous et qui savent que ça, c'est pas bon pour la Mauritanie. Le Maroc fait partie des pays d'abord fondateurs de l'UA avant et de l'UA. Donc, et c'est un pays qui peut beaucoup apporter aux Africains. Et la preuve, c'est qu'actuellement, les investisseurs marocains sont partout. Et actuellement, il y a un projet de 3 milliards de dollars entre le Nigeria et le Maroc, un gazoduc. Donc, le Maroc, c'est un peu comme un dragon dans la zone. Et ensuite, la philosophie même du Maroc, c'est qu'ils sont profondément africains. Le roi du Maroc, Feu Hassan II, dans son livre Le Défi, avait écrit que le Maroc est un arbre dont les racines, qui sont la partie la plus importante de l'arbre, sont profondément ancrées dans la terre africaine. Et c'est le tronc qui est au Maghreb et les feuilles en Europe. Donc l'africanité des Marocains est évidente. Et ils peuvent beaucoup apporter. Et justement, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on a besoin d'un ensemble. On ne peut pas faire cavalier seul comme ça. Et nous, malheureusement, bon, compte tenu de certaines de nos philosophes ici, qui ont des idées très sectaires, je crois que tu as vu cette semaine le testament de Mohamed Haroul ou le Bedreddine. La Mauritanie doit se conformer à son environnement naturel. Et son environnement naturel, c'est d'être un trait d'union entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. C'est une richesse. Et je suis étonné que dans son testament de toujours, le Bedreddine, Mohamed Haroul Bedreddine, aurait souhaité que la Mauritanie soit implantée entre le Golfe arabique et le Golfe persique. Qu'à Dieu ne plaise, la Mauritanie est bien là où elle est. Et il faudrait que les Mauritaniens jouent cette carte-là qui est très importante. Je disais tout à l'heure qu'au cours d'un petit jogging que je faisais au stade olympique, pendant un an, j'ai eu à rencontrer là-bas une mission de l'exposition algérienne qui s'est tenue pendant le Ramadan à Nouakchott. Et d'abord, j'étais très frappé par le degré de développement de l'Algérie. Je ne sais pas si tu le sais, mais en Algérie, on produit des véhicules de toutes catégories, utilitaires aussi bien que les poids lourds, etc. Et ça, ce n'est pas des montages, c'est des productions algériennes. Et ensuite, tout ce qui est électroménager, même les derniers écrans incurvés de Samsung, les Algériens les produisent tout. Vraiment, je recommande aux gens, parce que j'ai entendu l'autre jour le ministre des Affaires étrangères dire qu'ils vont faire de cette exposition une exposition permanente. Et je recommande aux gens d'aller la visiter, parce qu'ils vont être surpris. Et de toute façon, c'est important parce que ça va montrer le retard que nous avons par rapport à ces pays, Maroc, Algérie, etc. Et donc, au cours de cette discussion, l'un d'eux m'a dit qu'eux, ils ne parviennent pas à lire la position stratégique, la position diplomatique de la Mauritanie. Parce que la Mauritanie dispose d'atouts qu'aucun autre pays ne dispose. Elle a un pays en Afrique noire, elle a un pays en Afrique blanche. Et actuellement, toutes les tendances vont justement vers ces unions entre l'Afrique noire et l'Afrique noire. Et la Mauritanie peut jouer un rôle central dans cela. Il y a d'abord le Maroc, qui vient d'adhérer à la CEDEAO, et l'Algérie, d'après ce qu'ils m'ont dit qu'ils vont tout faire pour ne pas laisser l'Algérie seule face à face avec la CEDEAO. Le Maroc. Plutôt le Maroc, face à face avec la CEDEAO. Parce que, pour eux, le leadership du Maghreb se gagnera au niveau de la CEDEAO. Et ils étaient presque vraiment désolés du retard qu'ils ont enregistré dans ce domaine-là. Ils m'ont expliqué que la Mauritanie, son intérêt, c'est d'être dans ces communautés-là. Et il m'a cité l'exemple d'ailleurs de Netanyahou qui était quelques temps auparavant
à Monrovia pour assister à la conférence, à la rencontre de la CEDEAO qui s'était tenue au Libéria. Il m'a dit si la Mauritanie était membre de la CEDEAO, mais la CEDEAO n'aurait pas pu prendre la parole. Et actuellement, toutes les démarches qui se font par le biais du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui a parrainé la rentrée du Maroc au niveau de la CEDEAO. C'était là-bas le pivot du roi pour aller, etc. Et ses contacts. Si la Mauritanie était dans la CEDEAO, ses contacts auraient dû se faire ici. Ensuite, la CEDEAO est un ensemble de 15 pays qui comporte une population chiffrée de 330 millions d'habitants avec un produit national brut d'environ 700 milliards, plus de 700 milliards de dollars. Mais un ensemble comme ça, chacun a intérêt à être là-dedans. Et ensuite, vous avez vu que le Maroc, le roi a dit que dès que la CEDEAO va adopter une monnaie commune, que le Maroc va adopter va s'y intégrer. Et l'Algérie est en train de rentrer dans la CEDEAO. Et la Tunisie est en train de demander, donc c'est ça les ensembles. Les ensembles ne sont pas faits sur le plan de la langue ou de l'ethnie ou de la race. Ils sont faits, c'est des ensembles économiques. Et c'est comme ça d'ailleurs que Bourguiba et Senghor avaient vu ça. D'ailleurs, je vais raconter une histoire, une anecdote qui est assez intéressante à savoir, qu'en 1973, lorsque les Arabes ont constitué la Ligue arabe, Mobutu, qui était au fort de sa gloire et qui avait lui aussi la théorie de l'authenticité, c'est-à-dire la négritude, mais façon Mobutu, avait dit qu'il va fonder la Ligue des États noirs. Mais le premier qui s'est opposé, c'est Senghor. Senghor a dit non, ça n'est pas question. Nous ne pouvons pas faire un ensemble pour que nous soyons seulement des Noirs. Nous pouvons avoir des ensembles avec des gens. Et c'est ça la vision aussi c'est ça la vision de Bourguiba. Parce que tu sais que c'est Bourguiba et Senghor et Amadi Diori qui ont fondé la francophonie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Les gens pensent que c'est une création de la France. Non. C'est Senghor, Bourguiba et Amadi Diori qui ont fondé la francophonie. Comme un ensemble. Parce qu'ils pensent que c'est ça qui va... Donc, je disais que si, par exemple, demain il doit y avoir une banque centrale pour ces États, donc les 16 États, les 15 États africains, plus les 3 du Maghreb qui ont déjà décliné leur adhésion, qui veulent adhérer dans cet organisme, ces 18 États, s'il doit y avoir demain une banque qui va se réimplanter en Mauritanie, si demain il y a une assemblée de ces pays, elle va être implantée en Mauritanie. Si demain il y a une organisation de toute nature, soit dans l'élevage, l'agriculture, les minerais, etc., mais elle va être implantée en Mauritanie. Donc c'est un truc qu'on aurait pu vraiment bénéficier vraiment et vraiment en faire bénéficier aussi nos populations. Donc la Mauritanie, contrairement à ce que dit Willy Bredili, a tout intérêt à rester là où elle est et à jouer sa carte. C'est un État qui est à la fois africain et arabe. Ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de honteux, et c'est une force. Et c'est une force, parce que peu de pays l'ont. Donc, oh, ben, on est désolé. Ce qu'on voit ici ne fait pas plaisir, ça. Un État qui est tout le temps devant la scène, les sénateurs disons, dont on a dissous le Sénat, refusent de se dire qu'il y a cela, les journalistes, etc., les enquêtes. Vraiment, moi je pense que le président doit, comment dire, mettre balle à terre, comme on dit dans le football. Et jouer la carte de l'apaisement. Si effectivement il doit partir en 2019,
il a tout intérêt à laisser un pays stable, etc. Et lui-même, il va rentrer dans l'histoire. Hein, préparer les élections présidentielles de façon à ce que le peuple puisse choisir librement, hein, un nouveau président. Et la passation va se faire de façon pacifique. Et il va rentrer dans l'histoire. On se dit, c'est le temps d'Aziz, du président Aziz, que la passation, la dernière passation, s'est faite entre un président élu et un autre président élu. Donc ça arrive là. Et ce climat-là dans lequel nous sommes, des élus sur lesquels on jette des grands lacrymogènes, des vieux Ahmed Dada, notables, comptés de son âge. Non, je pense que ça ne doit pas faire la fierté d'un président. Le président, sa fierté, c'est d'apporter la paix, d'écouter tout le monde. Mais je pense que c'est le moment de tendre la main à l'opposition. Moi, je pense qu'il doit appeler un dialogue de l'opposition, table ronde sérieuse, dans laquelle tous ces problèmes-là sont débattus. L'opposition, c'est des Mauritaniens, c'est des fils de ce pays. Ça, ils ne viennent pas de Chine, de l'Itente. C'est des fils de ce pays, mais ils ne sont pas d'accord avec vous sur la ligne, hein, que vous suivez. Mais essayez de les convaincre. Ou bien eux, ils vont vous convaincre que cette ligne-là n'est pas la bonne, il y a une autre. Parce que tout ce qui nous réunit, nous, c'est l'intérêt de la Mauritanie. Nous aimons ce pays. Et ce qui nous réunit, c'est son intérêt. Tout ce qu'il y a, ou partout où la Mauritanie peut trouver son intérêt, mais nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous aimons notre pays. Et nous sommes malades. Nous sommes malades de voir que malgré toutes les dispositions que nous avons, malgré toutes les richesses que Dieu nous a données, on reste des gens pauvres, des gens arriérés, des gens qui vraiment dont les machins les conditions de vie ne sont pas les meilleures. Quand vous allez ici dans les zones périphériques, mais quand vous voyez les enfants, la situation dans laquelle ils sont, mais personne ne peut être content de ça, ne peut être satisfait. Ce que nous voulons, c'est que tous les Mauritaniens soient à l'aise, qu'ils puissent vivre correctement, qu'ils puissent faire leurs études correctement, qu'ils puissent se nourrir correctement, qu'ils puissent se soigner correctement. C'est ça que nous souhaitons. Donc je pense que le président doit tendre la main à l'opposition et voir cette dernière année qui reste, comment faire en sorte de laisser un pays stabilisé. Nous espérons qu'en 2019, que le président de la République sera Biram Daoulabi, ou Messoud Bekher, ou Mohamed Louboyi, ou Israël Mbarak, ou Mersou. Tous ces gens peuvent diriger un pays. Et de toute façon, ça arrivera plus tard. Tôt ou tard, il y aura ça. Il faut que les gens qui pensent que c'est impossible commencent à se faire l'idée que Kharatine sera un de ces jours, président de la République, président de la République islamique de Mauritanie. Et je pense que ce n'est qu'une bonne chose, parce que compte tenu de leur nom, de toute façon, les Kharatines ont droit à avoir la présidence. Autre mot à l'endroit du président Macron sur la question de l'esclavage. Macron, comme lui, il prend des accents gauliens et il se veut gaulien, nous lui disons que la France n'a jamais été, comme a dit André Malraux, que la France n'est jamais grande lorsqu'elle est pour tous les hommes. Et il n'est pas normal dans le précaré français, que ce soit dans le précaré français, qu'on compte le dernier pays esclavagiste au monde. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas l'honneur de la France. Donc, le mot que nous lançons à Emmanuel Macron, comme lui, il a des accents gauliens et qu'il a déjà déclaré à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité, nous lui disons qu'en Mauritanie, il y a encore l'esclavage. Et l'esclavage est sans commune mesure avec la colonisation. Parce que l'esclavage, comme l'a déclaré Aristote, il y a plus de 2500 ans, c'est un homme qui appartient à un homme. Et nous qui aimons la France et qui la chérissons, nous sommes attristés de voir que la France ne fait rien pour régler ce problème d'esclavage en Mauritanie. Donc nous lui demandons, étant donné qu'il parle de grandeur de la France, nous demandons d'intervenir auprès de Mohamed Al-Aziz pour que
ce problème de l'esclavage soit pris en charge de manière sérieuse et que le président Abdelaziz y mette du sien pour le combattre. Je suis sûr que s'il le fait, très rapidement ce problème sera réglé. Donc je dis, comme a dit Trump, please, President Macron, make France great for all human. Thank you. Un dernier mot sur la découverte du pétrole, du gaz entre les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. La Mauritanie est collée à ces pays. Le gaz n'a pas, le pétrole n'a pas été trouvé sur la frontière avec l'Algérie, ni à la frontière avec le Maroc. Il a été trouvé. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe du puissant qui veut donc que la Mauritanie reste dans cet environnement-là. Et moi, je suis très heureux parce qu'il semble que les quantités qui ont été découvertes sont très importantes et qu'elles permettent de sortir de cet état de pauvreté. C'est-à-dire que si les choses sont bien gérées, à partir de 2021, 2022, nous serons des pays comme le Koweït ou comme les Émirats arabes unis qui ont bénéficié de cette manne pétrolière et gazière. Maintenant, je pense que le problème du pétrole doit être géré de façon transparente. Parce que jusqu'à présent, nous ici en Mauritanie, c'est le blackout total. On n'a aucune information concernant ce pétrole et ce gaz qui ont été découverts. Et alors qu'au Sénégal, ils ont déjà mis en place ce qu'ils appellent le COS pétrole et gaz, c'est-à-dire le comité d'orientation stratégique du pétrole et gaz, qui comprend tous les ministères, tous les départements, tous les hommes d'affaires, tous ceux qui sont susceptibles de près ou de loin, même les partis politiques sont représentés, les députés, les sénateurs sont représentés dans ce comité. Et c'est ce comité qui gère le pétrole sénégalais et gaz. C'est lui qui détermine les affectations qui vont être données aux produits de ce pétrole. Et ils ont ensuite créé déjà une école. Ils ont créé une école de pétrole et de gaz à Diomniadio, dans les environs de Dakar, dans laquelle actuellement on est en train de former des cadres pour la future gestion du pétrole et du gaz. Ensuite, ils ont envoyé des gens en formation, des cadres en formation, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, pour les former en matière de gaz. Donc c'est vraiment un truc qui est... Et c'est lui qui dirige d'ailleurs, c'est lui qui dirige ce COS du pétrole et du gaz, c'est-à-dire le comité d'orientation stratégique du gaz et du pétrole. C'est l'ancien patron de Petrosen qui avait engagé Macky Sall quand il était jeune travailleur. Donc c'est des gens qui connaissent bien le domaine. Et ensuite, ils ont pris des dispositions pour amener des experts pour expliquer aux Sénégalais ce qu'il faut éviter de faire en matière. Comme par exemple le fait d'exporter la matière première. Et les populations locales, comme certainement Ndiago et Biret et même peut-être Kermassen, vont dans la zone de ce gisement. Il faut que ces populations bénéficient de ça. Pour qu'on n'ait pas le cas de ce qui se passe au Nigeria, dans le bassin du Niger, où les populations voient le gaz passer devant eux dans des pipelines. On constate malheureusement qu'en Mauritanie, on est en bloc total concernant cette découverte de pétrole et gaz. Il n'y a aucune information, on ne sait pas la quantité. On ne sait pas qui va s'en occuper, ni comment. Je pense, j'espère que ce ne sera pas comme le cas de Tazazit, où les gens ne trouvent que 3% de la production, alors qu'ailleurs, les investisseurs ne peuvent pas avoir plus de 50%. Même dans les cas les plus limites, c'est-à-dire 50-50. Alors ici, quand on dit que nous avons 3% de notre ordre, c'est terrible. Et ensuite, la société pousse le mépris jusqu'à s'installer à Las Palmas. C'est à Las Palmas où se trouve l'administration de Tazazet. J'espère que là, les gens viendront s'installer avec nous. On n'a pas accepté que les gens prennent notre richesse et ils nous méprisent. Votre richesse, on en veut, mais vous, on ne veut pas vous voir.
ne vont pas habiter avec vous. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc nous espérons que, comme nous sommes dans le Sénégal, que nous allons tirer exemple de ce que font nos voisins. Nous aussi, nous allons ouvrir ici une école pour la formation de nos jeunes cadres qui sont là chaque matin devant la présence à crier, nous sommes des ingénieurs, nous sommes au chômage. Il faut les commencer à les former. Il faut envoyer des gens à l'extérieur pour les former. Il faut constituer un comité qui va gérer cette affaire. Un comité d'orientation. Stratégique ou non stratégique, on va l'appeler ce qu'on veut, mais il faut un comité avec des gens qui connaissent. Il faut une transparence. Il faut une transparence dans la gestion de ce pétrole-là. Que nous ne continuons pas à naviguer dans le même bateau, comme pour la pêche, comme pour l'or, comme pour toutes les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent, et qui font que, malgré toutes ces découvertes, nous sommes pauvres. Donc vraiment, cette richesse-là, nous demandons à ce qu'elle soit bien. Maintenant, je voudrais, peut-être pour terminer, ou peut-être pour commencer, remercier les gens qui ont signé la pétition. Parce que la signature des pétitions en Mauritanie relève pas seulement du courage, mais même de l'audace. Donc je voudrais remercier Yves Alaf, le ministre de l'ancien ministre de l'Éducation. Je voudrais remercier Sema Abdelkader, l'ancien ministre de la Santé. Je voudrais remercier Sissoko Mamadou, l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie. Je voudrais je voudrais remercier Anna Amadou Babali, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, tous ces gens qui ont signé cette pétition. Je voudrais aussi remercier les journalistes qui ont participé, qui ont signé, dont Babacar de Kelem. Et je voudrais aussi remercier les avocats, notamment Madame Baye, Madame Fatima Baye, que j'ai félicité d'ailleurs pour l'affaire de l'Mkhaïtir, parce que vraiment elle a montré qu'elle a du courage, parce que beaucoup d'avocats avaient désisté. Avec désisté de cette affaire, elle a pris en main jusqu'à ce que vraiment, je sais que je dis que les prix qu'elle a reçus, elle les mérite. Elle les mérite, les prix qu'elle a reçus. Je dirais même qu'elle mérite un prix Nobel de la paix. Elle est le moyen pour le machin les difficultés auxquelles ils ont eu à faire face. Je voudrais aussi remercier évidemment l'ambassadeur Bilaouz qui nous a soutenus dans cette pétition, et remercier aussi les avocats, notamment Maître Diallo Yakou, et Maître Hit et Maître Ali, qui nous ont soutenus aussi dans cette pétition. Et surtout, remercier les deux partis politiques qui nous ont soutenus. Sur la centaine de partis qu'il y a en Mauritanie, il n'y a que deux partis, c'est-à-dire le parti de Samba Cham, et ensuite le parti de Balas, le parti arc-en-ciel. Ce sont les deux seuls partis qui nous ont soutenus. Donc tous les autres ont eu pour des raisons pour les autres à ne pas signer sur une formulation, sur une virgule ici, sur un point là. Donc ça veut dire que l'espoir que ces jeunes haratines, ces jeunes descendants d'esclaves qui actuellement luttent au niveau des partis de l'opposition, pensant que l'arrivée de l'opposition au pouvoir va leur apporter des changements, je leur dis qu'ils se trompent lourdement. Et que même dans l'opposition, il y a des gens qui sont pires que le parti au pouvoir actuellement, qui ne veulent pas que quelque chose change, et qui veulent que le statut qui est le statut des esclaves reste le même. Donc, vraiment, certains partis nous ont beaucoup déçus quand on a présenté la pétition pour la signature. Maintenant, bon, ça c'est un combat de longue haleine. En tout cas, je remercie Balas et Samba Cham pour le soutien qu'ils nous ont apporté pour la signature de cette pétition. Et moi, je dois dire que j'ai eu deux moments qui ont été importants, mais j'ai oublié aussi de remercier les journalistes, parce que pratiquement tous les directeurs d'édition ont signé, que ce soit le Karam, Mohamed Cheikh, que ce soit l'Éveil Hebdo avec Mamadou, que ce soit la Nouvelle Expansion, que ce soit même des journaux comme Chitari en arabe, ils ont tous signé la pétition pour... et il y a aussi les directeurs de chaînes de télévision. Il y a les directeurs de chaînes de télévision, notamment Moulay Ibrahim de mon habitant,
Il y a aussi Cheikh Naouel Imam de Wataniya, et il y a Ahmed Mohamed Lemine de Chinguitti, qui avait d'ailleurs dit qu'ils vont, à l'occasion de la prochaine marche, organiser une émission en commun entre les trois télévisions pour combattre ce phénomène. Donc c'est dit quand même que les Mauritaniens commencent à en avoir marre, et il n'y a aucun Mauritanien qui est fier d'entendre que son pays est devenu pays esclavagiste. Et je regrette aussi que la dernière fois, les Noirs américains, les 12 Noirs américains qui sont venus ici pour voir l'association et qui étaient invités par les SS esclaves, qu'on les ait empêchés de rentrer. Pourquoi on les a empêchés d'entrer? On n'a rien caché. Les Noirs américains s'intéressent au problème de l'esclavage en Mauritanie. Parce qu'ils ont été victimes de ça. Parce qu'ils sont noirs comme les gens qui sont soumis à l'esclavage ici. Ça, personne ne peut le reprocher. C'est intéressant, comme nous ici, nous nous intéressons à la question palestinienne. Combien de fois nous avons tous soutenu financièrement la cause palestinienne dans les mosquées, soit les machins. Le Ghulam a été avec les gens, avec les militants de Touassou, ils ont essayé de briser le blocus qui était fait sur Gaza. Parce que ça, c'est une question d'épiderme. Moi, je dis que c'est une question d'épiderme. Comme tous les Africains doivent être intéressés à ce problème. Et d'ailleurs, je regrette d'ailleurs que le soutien aussi de l'Afrique ne soit pas aussi évident. Parce que Macky Sall ne peut pas ignorer la situation qui est ici en Mauritanie. Alpha Condé ne peut pas l'ignorer. Lui, en tant que président de l'UA, ne peut pas ignorer cette situation. Mais malheureusement, on constate aussi que les Africains ne s'indignent et ne dénoncent que quand il s'agit de pays occidentaux. Si aujourd'hui, c'était un pays occidental ou latino-américain qui était à la place de la Mauritanie, toutes choses égales, mais on les aurait entendus dénoncer ça dans toutes les instances. Donc moi, d'ailleurs, la prochaine bataille que je vais mener, c'est celle de la traite saharienne. Parce que la traite saharienne, personne n'en parle. Alors d'abord, elle a fait 14 siècles contre 4 siècles. Et ensuite, moi, dans les recherches que j'ai faites au niveau de Saint-Louis, au niveau des machins, pour pouvoir écrire les documents, là, pour écrire le texte que j'ai écrit, c'est-à-dire comment dirais-je encore, le texte que j'ai écrit, c'est-à-dire la tribune que j'ai écrite, les recherches que j'ai faites à Saint-Louis m'ont permis de voir que vous avez toute la documentation sur la traite transatlantique, mais vous n'avez aucune documentation sur la traite transsaharienne. Alors que la traite transsaharienne, elle a fait 14 siècles. Elle a duré 14 siècles, contre 4 siècles pour la traite transatlantique. Et ensuite, elle a concerné 14 millions. Il y a 14 millions d'esclaves qui ont été vendus dans les marchés arabes, contre 4 millions pour la traite transatlantique. Et mieux encore, la traite transsaharienne concernait des enfants. Elle concerne des enfants. Et ces enfants, une fois arrivés, étaient soumis à un traitement qui était encore plus cruel, qui est celui de la castration. Et sur 200 enfants castrés, il y avait un seul qui pouvait échapper. C'est-à-dire pour avoir un enfant castré, il fallait sacrifier 200 enfants. Donc ça, nous allons, d'ailleurs, c'est comme crime contre l'humanité, comme la traite transatlantique. Cette différence, il faut qu'on la fasse. Il faut que les Africains, même quand il s'agit d'Arabes, et qu'ils disent que ça n'a pas été fait comme il faut. Nous n'avons pas le droit seulement de condamner les Européens et les Occidentaux pour la traite transatlantique, alors qu'il y a une autre traite qui a concerné plus de gens, qui a concerné une population plus fragile, qui sont des enfants, et on n'en parle pas parce que, non, ça, il faut qu'on en parle. Il faut que la traite transsaharienne soit inscrite au même titre que la traite transatlantique pour ce qui est de la condamnation, comme crime contre l'humanité, comme l'a été déclaré par les Nations Unies, la traite transatlantique. Donc c'est ça notre prochain combat et j'espère que nous le gagnerons aussi.